Madame, Monsieur, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision interactive. Merci de me recevoir chez vous cette semaine dans nos éditions de 20h. Nous sommes lundi 28 mars 2022. Voici les titres. Cérémonie de prestation de serment et d'installation du premier président du Conseil d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo, et du commissaire du gouvernement du Conseil d'État, Wendiam Kaboré, ce lundi à Ouagadougou. L'événement s'est tenu en présence du Premier ministre Albert Ouédraogo. Les images de ces moments solennels dans un instant. Ouverture de la première session 2022 du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle. Les participants disposent de 48 heures à compter d'aujourd'hui pour valider les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2021-2022, visiblement en baisse comparativement à celle de l'an dernier. Et puis au Mali, des marcheurs sénégalais accueillis par le maire de la commune 3 du district de Bamako après 40 jours de marche. Partis de Dakar, ils ont entamé cette marche panafricaine pour témoigner leur soutien au peuple malien victime des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le Conseil d'État, ce matin, au Conseil d'État, donc, l'heure était à la prestation de serment et à l'installation du premier président et du commissaire du gouvernement du Conseil d'État. Il s'est agi respectivement de Jean-Baptiste Ouédraogo et de Wendiam Kaboré. Les deux membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi promus entendent faire de l'application de la loi leur boussole. La cérémonie de prestation de serment a connu la présence du Premier ministre Albert Ouédraogo. Maxime Jean-E de Bambara. De bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute indépendance dans le respect de la Constitution. C'est par ces mots que Jean-Baptiste Ouédraogo, nommé premier président du Conseil d'État, a officiellement prêté serment devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais installé dans ses nouvelles fonctions, ce dernier dit être animé des sentiments de fierté et de responsabilité. Sentiment de fierté pour avoir été porté à la tête de la juridiction supérieure de l'ordre administratif et sentiment de responsabilité pour la capacité managériale à avoir pour la bonne marche de l'institution. Les priorités sont claires, donner un coup de célérité dans le traitement des dossiers et faire sortir le maximum. Les dossiers qui traînaient dans les tiroirs, il faut qu'on les fasse sortir. Les décisions qui n'étaient pas rendues, il faut qu'on les rédige et qu'on les mette à la disposition des justiciables. Ensuite, chercher du matériel pour que les magistrats et le personnel qui y travaillent soient dans de bonnes conditions. Tout comme lui, Wendiam Kaboré, nommé au poste de commissaire du gouvernement du Conseil d'État, a également été installé dans ses fonctions. Celle qui était jusque-là commissaire du gouvernement adjoint du Conseil d'État entend inscrire ses actions dans la continuité et l'innovation. Chez nous, nous donnons un avis juridique sur toutes les questions qui rentrent au niveau du Conseil d'État et nous, on est un service à part coiffé par un commissaire du gouvernement. Ce n'est pas de remettre en cause tout ce qui a été fait, mais c'est de voir comment innover, comment apporter sa touche, comment faire pour satisfaire le justiciable, parce que notre boussole doit être le justiciable. On doit sentir donc que les dossiers, ça sort, même si les gens ne sont pas contents, c'est ça la justice, mais au moins que ça sorte avec célérité. Cette prestation de serment se veut un symbole fort d'engagement des promus de rendre la justice au nom du peuple burkinabé dans le strict respect de la Constitution et en toute indépendance. Et pour la réussite de sa mission, le premier président du Conseil d'État dit compter sur la loyauté, le don de soi, l'esprit d'équipe de ses collaborateurs. La première session 2022 du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle CSPA s'est ouverte ce lundi 28 mars 2022 au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. 2 jours durant, les différents acteurs du domaine qui participent à la dite session procéderont à la validation des résultats prévisionnels de la présente campagne. Serge Kabouri. Estimée à un peu plus de 4 660 000 tonnes, la production céréalière nationale définitive de la campagne agricole 2021-2022 est en baisse de 10% comparativement à la campagne 2020-2021.
De manière spécifique, les productions ayant enregistré une baisse sont le mil avec moins 27%, le sorgho blanc avec moins 8% et le fonio avec moins 29%. Afin donc de procéder à la validation des résultats définitifs de la campagne agro-pastorale 2021-2022 et de la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle, le ministère en charge de l'agriculture a ouvert ce lundi la première session 2022 du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle CSPA. Cette session se tient dans un contexte assez particulier. Alors, quand nous connaissons en fait la situation d'insécurité civile que vivent nos populations, cela a engendré en fait la perte des surfaces de production et aussi une baisse de la production. Il y a aussi le fait qu'actuellement nous avons la grippe aviaire qui a décimé une bonne partie de la volaille. Et à cela, il faut ajouter la conjoncture internationale assez difficile. 2 jours durant, les participants à la présente session du comité procéderont à la validation des résultats prévisionnels de la présente campagne. Il sera également question au cours de la présente session d'évaluer et de valider de manière participative les perspectives alimentaires du pays sur la base des données prévisionnelles de la production agricole et des résultats issus de diverses études et analyses. Par conséquent, au cours des travaux, il s'agira spécifiquement de valider les différents résultats quantitatifs prévisionnels de la campagne agricole 2021-2022, d'analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et les perspectives, de déterminer les zones et les populations vulnérables, de présenter le bilan de mise en œuvre des recommandations et du plan de réponse précédents et de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue d'une meilleure gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. À en croire le ministre en charge de l'agriculture, le gouvernement est conscient des attentes des populations et d'ores et déjà, des actions ont été entreprises. Les résultats qui vont sortir de ce comité vont nous permettre très rapidement de mettre en œuvre en fait un plan de réponse pour pouvoir gérer en fait la situation actuelle qui est assez difficile sur le plan alimentaire et nutritionnel. Il y a eu des actions d'anticipation et dès la semaine prochaine, des actions seront posées pour l'ouverture par exemple de boutiques témoins pour soulager un tant soit peu les populations en attendant que le plan de réponse se mette vraiment en œuvre. Il faut aussi ajouter que des actions sont en cours au niveau du gouvernement pour faire en sorte que cette année, on puisse faciliter l'approvisionnement en intrants pour mieux préparer, si vous voulez, la campagne agricole prochaine. À noter que 32 des 45 provinces du Burkina Faso ont enregistré des baisses de production céréalière allant de 1,1% dans le Kouri-Tenga à 68,5% dans le Lorum. Des baisses de production dues entre autres aux aléas climatiques et à la situation sécuritaire du pays. La Fédération des Églises et Missions évangéliques a reçu la visite du ministre en charge des affaires religieuses et coutumières ce 28 mars 2022. Cette entrevue s'est tenue dans le cadre d'une série de visites chez les responsables religieux et coutumiers avec pour objectif d'inviter tous les acteurs à regarder dans la même direction et d'apporter leur contribution à la résolution des problèmes que connaît le pays. Abdounraïm Magneni. C'est la première étape d'une série de visites du ministre des Affaires religieuses et coutumières chez les organisations religieuses et coutumières. L'objectif est d'inviter toutes les confessions religieuses à avoir une seule vision, à savoir la recherche de la stabilité et la paix au pays des hommes intègres. Pour le ministre, toutes les religions, malgré la différence de croyances, doivent parler le même langage quand il s'agit de l'intérêt de la nation. C'est autour de ces questions que Isaac Assurouema a échangé avec les responsables des églises et missions évangéliques. Moi, je me considère effectivement comme un missionnaire chargé d'être en rapport d'être en relation avec ces entités-là, de manière à ce que, au niveau donc de notre pays, le Burkina Faso, alors on sache que le gouvernement est conscient de la contribution des uns et des autres pour que le pays renforce sa cohésion sociale et pour que les problèmes auxquels nous sommes confrontés trouvent des solutions, pas seulement militaires, mais également culturelles, également confessionnelles, également cohésives. Donc c'est à cela que je suis venu et nous remercions donc la FEME de nous avoir donc accueillis.
Les responsables des églises et missions évangéliques disent avoir prêté une oreille attentive au message du ministre. Selon eux, l'église évangélique contribue au bien-être physique et spirituel des Burkinabés à travers ses actions. Le représentant de la FME a réaffirmé la disponibilité de la fêtière à accompagner la politique du gouvernement pour un Burkina paisible. Tout ne se fera pas seulement par les armes. Je crois que dans une guerre, personne ne gagne. Ce qui fait qu'il est intéressant vraiment de d'élucider et de prospecter tout ce qui est possible à faire. Il se pourrait qu'un dialogue puisse être instauré, et que l'on puisse se comprendre de manière à ce que, au lieu de se tirer dessus, que l'on puisse se comprendre si cela est faisable. Alors donc, pour nous, nous prenons toutes les ouvertures possibles de manière à ce qu'on puisse aller vers la paix et la quiétude dans notre pays. Après la FME, le ministre des Affaires religieuses et coutumières compte rencontrer les leaders des autres communautés religieuses, notamment la Fédération des associations islamiques du Burkina, l'Église catholique et les autorités coutumières et traditionnelles. Les rideaux sont tombés sur la 30e conférence de la Jalsa Salana ce dimanche 27 mars à Koubri. Ouvert le 25 mars dernier, cette conférence a connu la participation d'environ 10 000 fidèles venus des 13 régions du Burkina et même de bien plus loin. Amour pour tous, haine pour personne a été le thème choisi par cette 30e édition. Serge Kabouri. Jamaat islamique Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, c'est sous cette thématique que s'est tenue du 25 au 27 mars 2022 la 30e Jalsa Salana de la communauté musulmane Ahmadiyya au Burkina Faso. Venus d'horizons divers du Burkina et de plusieurs autres pays, les fidèles Ahmadis ont échangé pendant 72 heures sur la thématique de la 30e Jalsa Salana. Quand nous regardons les participants de cette conférence, plus de 10 000 personnes qui se sont réunies ici, et dit effectivement, si chacun d'entre nous, qui prend ce message-là et qui va chez lui et propager dans son entourage, dans son village, nous allons trouver que cette paix et cet amour d'autrui, donc ça va se propager et ça sera une réalité. C'est pourquoi, c'est-à-dire cet enseignement que nous venons de recevoir, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le monde. C'est pour amener aussi chez nous, là où nous sommes. Au cours des 3 jours de session, environ 10 000 participants ont été outillés sur diverses thématiques et des prières ont été adressées pour le Burkina Faso et en faveur d'un dénouement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Durant ces 3 jours, il y a eu des sensibilisations sur plusieurs thèmes. Nous avons aussi fait des prières nocturnes pour prier pour notre nation, pour prier même pour le monde entier. Comme vous savez, l'actualité à travers le monde entier, nous savons tous la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine et qui engage d'autres grandes nations. Donc nous avons prié pour le monde entier, mais en particulier notre nation et pour notre communauté aussi. Notre défi se résume à notre slogan, promouvoir la paix, le vivre ensemble, l'harmonie, l'amour pour son prochain. Voilà pourquoi notre slogan, c'est amour pour tous, haine pour personne. Et c'est notre slogan que nous avons voulu développer cette année comme thème principal. À l'heure du bilan, c'est donc un sentiment de satisfaction qui se dégage au niveau du comité d'organisation. Nous avons pris 3 mois pour organiser cette convention. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé à organiser le site pour accueillir les 10 000 participants qui sont ici présents. Et il faut aussi rappeler que tous les participants qui sont venus ont payé les transports eux-mêmes. Ils sont venus à leurs propres frais. Voilà, rien que pour la cause d'Allah. Parce que le but de cette convention est purement spirituel. Des prix d'encouragement ont été décernés aux élèves et étudiants les plus méritants au niveau du CEP, du BEPC, du baccalauréat et du master. La communauté Ahmadiyya est présente dans plus de 200 pays à travers le monde et représentée au niveau national dans les 13 régions du pays des hommes intègres.
Le deuxième congrès ordinaire de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER en abrégé a connu son épilogue ce samedi 26 mars 2022 à la Bourse du Travail. Cette rencontre qui s'est tenue du 24 au 26 mars 2022 a été placée sous le signe de la commémoration du 40e anniversaire du syndicat. Le bilan des 40 ans de lutte de la FSINTER et les perspectives pour le prochain mandat ont été à l'honneur de ce deuxième congrès. Sanata Siri. C'est l'ancien bureau de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER qui a été reconduit avec en sa tête Souleymane Badiel à l'issue de ce deuxième congrès ordinaire. Cette rencontre était l'occasion pour les congressistes d'examiner entre autres la situation interne de la fédération tout en procédant à l'amendement des textes fondamentaux et de la plateforme générale de la FSINTER, ce dans le but de les adapter au contexte actuel et renforcer l'organisation. Pour son secrétaire général Souleymane Badiel, les défis restent énormes pour le nouveau bureau. La construction de notre fédération, c'est ça le premier chantier. Tout ce que nous pouvons faire la suite dépendra justement de la force et du dynamisme de notre organisation. La lutte contre la remise en cause des acquis et des libertés, aussi bien dans l'éducation, mais aussi de façon globale en apportant notre contribution à la lutte générale dans notre pays. Voilà les grands défis qui vont se réaliser et qui vont se décliner en différentes activités. Selon la FSINTER, la situation du système éducatif est aujourd'hui plus que préoccupante. À la date de fin février 2022, l'on comptabilisait plus de 3600 écoles fermées en raison de la situation sécuritaire difficile, privant plus de 700 000 élèves d'éducation. Notre système éducatif n'a jamais atteint un tel degré de déliquescence. La situation est extrêmement grave. Je l'ai dit il y a quelques semaines, dans certaines régions, on est à la limite du désespoir pour ce qui est de la situation de l'école. Mais nous restons optimistes. Nous restons optimistes parce que nous sommes convaincus que notre peuple dispose de ressources et que ce qui manque pour l'instant, et encore, c'est sa capacité à mieux s'organiser. Ce congrès ordinaire de la FSINTER a été placé sous le signe de la commémoration du 40e anniversaire du syndicat. Malgré les nombreuses répressions qu'elle dit avoir subies, la FSINTER a engrangé plusieurs acquis durant ses 40 ans d'existence, selon son secrétaire général. Des acquis aussi bien sur le plan organisationnel que politique. Du point de vue organisationnel, nous avons effectivement engrangé des acquis importants. Du point de vue politique également, parce que la FSINTER, quoi qu'on dise, est une force dans le secteur de l'éducation et de la recherche aujourd'hui. Et je crois que tous ceux qui sont observateurs l'affirment et le reconnaissent. C'est la principale force la principale force syndicale dans le milieu de l'éducation et de la recherche. ont pris part à ce deuxième congrès ordinaire qui s'est tenu du 24 au 26 mars 2022. Plus de 400 délégués issus notamment des syndicats professionnels et des coordinations régionales de la Fédération, une délégation du Bureau national confédéral de la CGTB et des représentants d'organisations syndicales nationales sœurs. Au cours de cette rencontre, les congressistes ont eu également droit à une conférence sur le thème « Syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe, les exigences de l'engagement ». La caisse Ligdi Baoré a inauguré son agence de Houndé ce 26 mars 2022. C'est une mutuelle d'épargne et de crédit basée sur le principe de la finance islamique. Les responsables, à travers l'implantation de cette agence, souhaitent répondre aux besoins des populations en favorisant l'accès aux services de finance dans des conditions plutôt faciles. Abdoulaye Magnini. La caisse Ligdi Baoré est désormais implantée à Houndé dans la région de la boucle du Moun. C'est la 9e agence au Burkina Faso et cette volonté d'être plus proche des populations vise à répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas couvertes par le système bancaire classique. La caisse Ligdi Baoré est une mutuelle d'épargne et de crédit basée sur le système de la finance islamique. La particularité de la caisse Ligdi Baoré, c'est d'être encore plus proche de la population, disposer vraiment des services qualité pour répondre aux besoins des personnes vraiment qui sont un peu exclues du système de la bancarisation. Et elle propose aussi des crédits vraiment à taux zéro
comme des crédits sociaux, des crédits d'investissement abordables et aussi un fonctionnement vraiment qui est très 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 juste et qui adapte à toutes les couches sociales en quelque sorte. Pour les populations de la localité, surtout celles pratiquant la finance communautaire, c'est un ouf de soulagement. Ligue Baoré va leur permettre de mieux sécuriser leurs épargnes et d'investir dans des activités génératrices de revenus. La finance communautaire est une activité que nous menons en groupe de 25 femmes par équipe, et ces 25 femmes nous épargnons chaque semaine en fonction en tout cas des réalités de chaque groupe. C'est une activité d'argent. Aujourd'hui, si nous avons en tout cas une caisse qui va nous aider en tout cas à sécuriser notre argent, on ne fait qu'en tout cas se sentir en tout cas dans la joie. Pour le parrain de la cérémonie d'ouverture de cette agence de microfinance, par ailleurs ancien maire et député de la localité, l'ouverture de cette caisse est le résultat du combat en faveur de l'autonomisation de la femme à travers l'accès aux services financiers. Depuis 2017, à Houndé ici, nous nous sommes organisés à l'informel et je dirais de façon rudimentaire pour essayer d'autonomiser les femmes à travers la finance communautaire. Mais comme nous étions dans une forme, je dirais, rudimentaire, aujourd'hui, c'est un sentiment de joie pour nous d'avoir la caisse Ligue Baoré qui s'installe ici avec sa 9e agence sur l'ensemble du territoire. Toujours selon le parrain, la caisse Ligue Baoré s'adapte aux réalités des populations, chose qui va permettre à cette agence d'avoir du succès au bénéfice de l'inclusion financière tant voulu par l'autorité politique. Après Houndé, la caisse Ligue Baoré envisage s'implanter dans d'autres localités du pays. 90 minutes de rire, voire de fou rire, c'est ce à quoi ont eu droit donc les spectateurs du One Woman Show de l'humoriste burkinabé Philomène Nanema alias Philo, donc qui ont été soumis à ce spectacle dans la nuit du 26 mars 2022. Pour la promotrice du spectacle Épouse-moi, le pari est relevé et la mission totalement atteinte au regard du monde présent dans la cour de Canal Olympia à Ouagadougou. L'humoriste à travers cette scène aborde une thématique sensible, peut-être même à tabou dans nos sociétés africaines. Fatimata Nikiema. Il est 21h lorsque les premiers humoristes, conteurs et jongleurs entrent en scène devant une immense foule sortie pour ce One Woman Show de Philo. Chaque artiste à son tour a tenu en haleine le public jusqu'à l'annonce de l'entrée sur scène de la star du jour, Philomène Nanema. Et c'est par cette chanson de Sissao sur le mariage qu'elle fera son entrée. Le spectacle Épouse-moi peut enfin commencer avec plusieurs thèmes en lien avec le mariage. C'est pas garçon qui donne enfant. Non, c'est Dieu. Si garçon donne enfant, maman Marie n'allait rien avoir. En humour, on dit souvent, tu caresses dans ce sens-là en voulant donner ce sens-là. Donc du coup, les gens ils sont pas bêtes, les gens ils comprennent. Les gens, par exemple, quand je dis aujourd'hui une femme qui veut un enfant, c'est qu'elle ne peut pas compter sur un homme. Toi, tu sais que quand même si on ne te dit pas. Donc il y a des choses comme ça que tu dis. Mais en réalité, tu essayes de parler d'un sujet, mais sans toutefois dire le nom du sujet. Par exemple, il y a des femmes qui sont dans les foyers qui ne sont jamais satisfaites, mais qui tournent, qui ne peuvent pas dire à leur mari, je ne suis pas satisfaite, un peu, tu vois, ce genre de trucs. Ce spectacle qui a duré 1h30 a donc permis à Philomène Nanema de rendre hommage à la femme. Selon elle, c'était une occasion de mettre en lumière certains mots qui minent la vie de couple en Afrique. Il y a des femmes qui sont là, qui souffrent dans leur foyer, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire les choses parce que l'éducation ou par moment aussi la peur du mari ou certaines situations font qu'elles préfèrent se réserver. Donc moi je rentre dans l'univers de la femme, dans le foyer, l'univers de la femme célibataire. J'essaie un peu de faire un ramassis de choses pour essayer de parler pour qu'elle puisse se sentir. C'est-à-dire, je suis comme la voix des sans voix, je suis la porte-parole des femmes aujourd'hui ce soir parce que c'est un spectacle hommage aux femmes, donc je les rends hommage. Après, je vous salue Marie en 2019, Épouse-moi est le deuxième One Woman Show de Philomène Nanema. Elle dit avoir pris une année pour le préparer. Et c'est une soirée du 26 mars qui a pris fin aux environs de 0h en tenant toutes ses promesses selon notre humoriste.
La Fédération burkinabé de basketball, en collaboration avec la FIBA Afrique, a initié un camp de formation à l'endroit des entraîneurs et joueurs de basket au Burkina, débuté le 20 mars dernier. Cette formation a pris fin le samedi 26 mars à Ouagadougou, donc à la Maison des Jeunes. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de quelques autorités et des dirigeants du monde de cette discipline sportive au Burkina. Azami Tiemtouri. Ils sont au nombre de 29 entraîneurs de jeunes et 30 joueurs qui ont bénéficié de l'appui technique des experts envoyés par la FIBA. Pendant une semaine, la FIBA National Youth Camp s'est déroulée en 2 phases. La première a concerné exclusivement les entraîneurs des jeunes 2 jours durant et la seconde, les joueurs âgés de 14 à 18 ans. Ce camp, il faut dire qu'on est passé dans différents pays avant de venir au Burkina. Ça rentre dans le cadre du programme de développement de la FIBA. Donc on cherche à accompagner les fédérations dans lesquelles on est passé, et là la fédération du Burkina dans sa politique de développement pour les jeunes. On ne peut pas arriver au haut niveau si on ne fait pas de travail à la base. Donc nous on travaille avec les coachs des jeunes, des centres de formation et qui ont des catégories jeunes, minimes, cadets et tout ça. On leur apporte des outils pour la détection et le développement des jeunes joueurs. On a travaillé avec eux pendant 3 jours, mais il faut qu'ensuite la direction technique nationale continue le travail pour qu'il y ait des résultats. Après les 3 jours, on a travaillé avec les joueurs filles et garçons de moins de 18 ans pour leur donner des outils pour travailler jour après jour et qu'ensuite ils atteignent un niveau supérieur. Donc on accompagne la fédération. Ce n'est pas une activité une semaine et on repart. Ça rentre dans le cadre du programme de développement de la FIBA et de la Fédération nationale. Cette activité vise à créer à travers la collaboration de la Fédération burkinabé de basketball, la FIBA et la NBA les conditions de détection de talent et de pouvoir développer la formation des jeunes joueurs et des entraîneurs. Nous avons mesuré l'importance de ce camp que nous avons insisté pour qu'il ait lieu. 2 années et demie de léthargie, c'est toute une génération qui est sacrifiée. Et donc nous mettons l'accent sur la relève. Et la relève, c'est justement ces enfants-là. Pour qu'à court terme, à moyen terme, ils puissent être de vrais défenseurs. Comme je l'ai dit, c'est eux qui vont défendre les couleurs du Burkina sur l'échiquier africain. Ces entraîneurs et joueurs venus de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dori, Dédougou, Banfora, Tinkodougou et Boromo ressortent de ce camp avec des rudiments et outils pour représenter le basketball burkinabé. Pour eux, cette formation leur sera bénéfique. Ce camp nous permet de savoir comment désormais coacher les enfants, c'est-à-dire leur apprendre à mieux jouer au basket. Et surtout que le camp portait sur le développement des jeunes talents, ça va leur apporter un plus à ce qu'ils deviennent de meilleurs joueurs. Je retiens que quel que soit ce qui se passe sur le terrain, que le joueur ne joue pas bien ou qu'il n'a pas compris un exercice, c'est toujours de ma faute. Je dois travailler à ce qu'il assimile mieux et à ce qu'il puisse appliquer ce que je lui montre ou à ce qu'il devienne un grand joueur. Cette activité a été appréciée positivement par le représentant du ministère en charge du sport qui invite par ailleurs la Fédération burkinabé de basketball à multiplier ses formations. Un match d'application a mis fin à cette formation et les experts repartent avec de bons souvenirs de Burkina Faso et des sentiments de satisfaction. Parti de Dakar le 16 février dernier, 18 Sénégalais panafricanistes ont marché 1360 km pour arriver à Bamako. Une arrivée après 40 jours de marche célébrée par les Maliens avec le slogan Mali-Sénégal. Ces marcheurs ont été accueillis dans la capitale malienne par le maire de la commune 3 du district de Bamako. Pour ces Sénégalais, c'est une manière de soutenir le peuple malien qui subit actuellement les lourdes sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le point d'orgue sera le mardi 30 mars prochain où ils seront attendus par les Maliens à la mythique place de l'Indépendance. Correspondance de Bourima Soulou. C'est dans la soirée de dimanche que ces 18 jeunes qui se disent panafricanistes sont arrivés à Bamako. Ils ont été triomphalement accueillis par la population tout au long des routes de la capitale malienne. Ahmed Sangaré, le quadragénaire, a rejoint les marcheurs à la frontière sénégalaise. Pour lui, cette marche symbolise l'unité africaine. Quand j'ai entendu mes frères sénégalais qui, avec les autres Africains,
qui venaient du Sénégal. J'ai automatiquement allé les accueillir à la frontière du Mali-Sénégal pour les encourager et marcher avec eux. Aujourd'hui, c'est l'unité africaine qu'on voulait vraiment que ça marche, la panafricanisme. À être vigilant, les filles devant comme on a l'habitude de le faire. Pour la dernière étape, le top départ est donné depuis la ville garnison de Kati. Les marcheurs y sont arrivés la veille. Pour Ibrahim Diakité, habitant de Kati, avec cette marche de soutien, ces panafricanistes sénégalais ont démontré la grandeur du peuple sénégalais. Je suis un handicapé physique. Vraiment, ce qu'ils ont fait là, on n'a pas de mots. Vraiment, on ne fait que prier Dieu, que Dieu leur sauve. Vraiment, je veux que tout le monde nous entende. Très ému, tu vois pas les armes. Ok, parce qu'on est là pour ce pays-là, on veut mourir pour ce pays-là. Et ils ont prouvé qu'ils sont devant nous. Samori Alébé Touré, la trentaine d'un air fatigué, est l'un des meneurs de la marche. Pour lui, au-delà du symbole panafricaniste de cette marche, l'objectif est de soutenir le Mali jusqu'à la levée de l'embargo de la CEDEAO contre le pays. Il faut dire que la marche, c'est une initiative qui a été prise pour soutenir premièrement le peuple malien et partager les souffrances qu'ils sont en train de subir, mais aussi les soutenir dans le combat qu'ils sont en train de mener pour leur souveraineté. Parce que la souveraineté du Mali, c'est la souveraineté de l'Afrique. Si le Mali gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Si le Mali tombe, c'est l'Afrique qui tombe. Ces 18 jeunes marcheurs partis du Sénégal qui ont été rejoints à la frontière par 6 autres Maliens sont attendus demain mardi à la place de l'indépendance de Bamako pour une manifestation. Et c'est la fin de cette édition. Bessongré John William Somda vous retrouve dans un instant pour Sport 3. Agréable suite sur nos antennes. Bonsoir.